écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Nous sommes avec le professeur Kadili, que l'on ne présente plus. Salut Mustafa. Bonjour. Comment ça va? Ça va, bon, c'est les conditions de confinement et... J'ai vu par ta fenêtre, ça n'a rien à voir avec un confinement. Eh ouais, entre le rural et l'urbain, vous savez, au rural, les gens s'appliquent, il n'y a pas de problème, ils s'appliquent. Heureusement, il y a l'espace, ça permet un petit peu d'agrémenter la journée, même la soirée, mais bon, c'est pas évident non plus, parce que la restriction des déplacements fait que les gens, elles restent confinés. Alors, voilà pourquoi on t'a convoqué. Radio Ma'arif convoque son expert. On a un très beau podcast sur Moulay Ismail, le grand sultan alaouite que tu as fait toi, je pense bien en 1727, la mort de Moulay Ismail. Oui. On a également un podcast avec Leila Mziane qui nous parlait de la piraterie et qui était lié également à la même période de Moulay Ismail, où il y avait effectivement beaucoup de corsaires. Et on a d'un autre côté beaucoup de podcasts. On a Mustafa Bouaziz qui nous a fait un très beau 19e siècle. Absolument. On a fait Tayyib Biyad qui nous a beaucoup parlé du 19e siècle, la bataille d'Isli, etc. Donc on a un 19e siècle où on commence à y voir plus clair avec la perte de la souveraineté, des défaites militaires, Isli, Tétouan, une pression fiscale, la révolte des tanneurs. On commence à y voir plus clair avec l'arrivée de Moulay Hassan en 1873. Mais par contre, entre Moulay Ismail en 1727 et Moulay Hassan en 1873, très peu de podcasts à nous, en tout cas, y ont été consacrés, et c'est un petit peu flou dans ma tête ce qui s'est passé dans ces 150 ans entre Moulay Ismail, qu'on présente comme un sultan qui avait véritablement réussi à stabiliser le pays, à le sécuriser. Qu'est-ce qui s'est passé après? Telle est la question, et je t'écoute. Merci Rida, et je suis admiratif, ça y est, tu deviens calé entre les personnages, les noms des sultans, les dates, les périodes. Je suis ok. Le confinement. Non, super, j'espère que nos auditrices et nos auditeurs sont aussi au même top, au moins pour éviter le flou, parce que malheureusement notre histoire, elle est très bonne, elle est très longue, mais comme la manière avec laquelle on l'enseigne chez nous, au Maroc, un petit peu, ça alimente un peu plus le flou, alors qu'il n'est pas du tout flou, il est très clair. On a une continuité politique très importante, on a toujours eu des pouvoirs autochtones qui ne sont pas soumis à une puissance étrangère, et c'est un élément fondamental quand même, qu'il faudrait bien se mettre en tête. Alors, quand on parle, en général, on donne plus sur le plan interne, mais on donne pas trop non plus au niveau géopolitique, si j'oserais dire. Quand on avait parlé de Mansour, par exemple, et son problème avec les Ottomans, son père a été tué par les Ottomans, il s'est réfugié même chez les Ottomans quand son oncle voulait le tuer avec son frère, et puis finalement ils reviennent. Et quand il s'installe, je veux dire, ça y est, il fait une sorte de modus vivendi avec les Ottomans qui étaient la puissance de l'époque en Méditerranée orientale jusqu'à l'occidentale, jusqu'à l'Algérie, puisque Alger et Oran étaient sous leur autorité. Il arrive à faire un modus vivendi, c'est pour cela qu'on avait parlé, selon chacun comment on l'appelle, sur la fameuse histoire de Timbuktu, parce que c'était le modus vivendi avec les Ottomans à l'époque qui ont occupé le Fezzan, le sud de la Libye aujourd'hui, sur le problème du commerce transsaharien, parce que les Européens, surtout les Portugais à l'époque, commençaient à venir sur la côte atlantique et sur la côte de l'océan Indien jusqu'en Arabie. Donc, de temps en temps, on a besoin aussi de ce regard de géopolitique de l'époque pour comprendre l'évolution du pouvoir, la relation des États entre eux, surtout quand on a une puissance européenne à côté qui s'appelle l'Espagne, depuis la Reconquista, qui est devenue une puissance impérialiste, qui a commencé sa conquête des Amériques au nord, au centre et au sud, avec les Portugais également. Donc, nous sommes dans un schéma où le monde européen se déplace un petit peu vers l'Atlantique,
Nous, on est encore en Méditerranée, mais la Méditerranée reste un enjeu énorme, et avec l'histoire de la piraterie qu'on a vu avec Madame Ziane, comment la piraterie est un élément qui rentre dans les relations diplomatiques entre les deux pays, une sorte de chantage réciproque, parce que les nôtres, côté Maroc, côté ottoman, faisaient de la piraterie un élément de pression. Les Européens également, ils faisaient de la piraterie, sauf que eux, ils considèrent la leur halal et la nôtre haram. Nous, on considère la nôtre halal et la leur haram, parce que aussi, quand ils nous prenaient des prisonniers, c'était les galériens, les fameux galériens qui allaient dans les bateaux vers l'Amérique, les bateaux à voile. Quand il n'y a pas de vent, il faut des rameurs. Et les piratés marocains ou algériens pris par les Européens, ils étaient utilisés dans ces galères, ce qu'on appelait les galériens. D'ailleurs, quand on va parler de Sidi Mohamed Ben Abdallah, qui va reprendre un petit peu les choses au Maroc, après 30 ans quand même d'une sorte de guerre civile entre les successeurs, les enfants de Moulay Ismaïl, entre 1727 et 1757, l'un de ses fils de Moulay Ismaïl, Moulay Abdallah, va finir par s'imposer face à ses frères par un système d'alliance tribale de nouveau. Il fait même des cérémonies de ce qu'on appelle Tada, c'est-à-dire collectation avec les tribus du Moyen Atlas, qu'il réunit à Fès pour le soutenir et donner le coup de grâce à ses frères qui étaient ses compétiteurs. Nous sommes à peu près en 1748. Donc Moulay Abdallah Ben Ismaïl arrive à stabiliser le système, et c'est son fils, Sidi Mohamed Ben Abdallah, qui va enfin mettre un terme à tous les problèmes de succession. Et quand on parle de Sidi Mohamed Ben Abdallah, c'est lié à la ville de Souira, qu'il reconstruit et dont il fait le port de commerce par excellence sur la côte atlantique avec les puissances européennes, parce que pendant les 30 ans de troubles, au sud, jusqu'au Sahara, les tribus faisaient du commerce directement avec les Européens, d'où l'origine de cette concentration du commerce à la ville de Souira, comme nous l'a expliqué Madame El-Mghari dans l'un des podcasts sur la ville de Souira. C'est Sidi Mohamed Ben Abdallah également qui va redonner vie à la ville de Casablanca, la ville d'Anfa, ce qu'on appelle aujourd'hui la Medina Qdima, là où, à côté du port, où il amène des gens de la région de Souira, justement, Haha, qui vont constituer le noyau humain des habitants de cette ville qu'on appelle aujourd'hui l'ancienne Médina de la ville de Casablanca. Sidi Mohamed Ben Abdallah également, sur ces histoires de prisonniers piratés par les Européens, il va envoyer, notamment, nous avons Ben Atmal Meknassi qui nous a laissé un livre extraordinaire comme ambassadeur en quelque sorte, mais là un ambassadeur chargé de chercher à libérer les Marocains piratés par les Européens. Alors il s'est rendu à Malte, il nous donne des descriptions extraordinaires sur Malte, au temps des chevaliers, qui étaient les chevaliers de Malte, qui étaient des ennemis irréductibles, si j'oserais dire, des Ottomans et des Marocains, toujours dans une sorte de reconquesta. Il se rendait en Italie, et il s'est rendu à Napoli. Il nous fait une description de Napoli extraordinaire, y compris du théâtre. Ben Atmal Meknassi, c'est quoi? C'est un diplomate? C'est un... Oui, un personnage de l'État. C'est un négociateur? Oui, négociateur, effectivement, un personnage de l'État qui est envoyé en mission, et il a fait du bon boulot, parce qu'il a réussi quand même à en libérer pas mal. À Malte, en Italie, en Espagne. Ils se rendent même en Espagne, chez le voisin, je veux dire, l'ennemi intime. Mais il paye des rançons, ou comment il arrive à les libérer? Qu'est-ce qu'il a à offrir? L'échange. D'accord. Il a des Maltais, des Italiens et... Il y a de tout. Il y a de tout, ça remonte jusqu'au pape, au côté espagnol, au côté italien. Donc, il y a de la négociation sur l'échange de prisonniers. Et là, on est en quelle année, là? La période de Sidi Mohamed Ben Abdallah, donc, qui commence... en 1757, 1700, jusqu'à 1790, quoi. C'est ça. Donc, ça doit être vers... Il a régné 30 ans, quand même, Sidi Mohamed Ben Abdallah. C'est beaucoup, 30 ans. C'est long. C'est un long règne pour l'époque. Oui, mais il stabilise beaucoup. Donc c'est ça l'avantage avec Sidi Mohamed Ben Abdallah, c'est qu'il stabilise beaucoup, il réussit à avoir des relations diplomatiques correctes, il reprend le commerce avec les pays européens, parce que le commerce quand même, surtout vous savez, on exportait beaucoup de choses très importantes, comme les céréales. Le Maroc a toujours été un exportateur de céréales. Aujourd'hui on importe, je comprends plus l'équation. On exportait les laines, on exportait les peaux, la maroquinerie, on a exporté quoi d'autre? Les animaux sur pied.
Parce que aussi nous sommes dans un contexte où les Européens étaient dans une compétition de conquête surtout vers les Amériques, pour les Britanniques, les Français, les Espagnols, les Portugais. Donc il y a un besoin d'alimentation, de beaucoup de produits, donc le Maroc exportait. Il y avait des traités de commerce, des systèmes de fonctionnement du commerce au niveau de la Méditerranée et de l'Atlantique, y compris le développement du langue du port. Il y a une dame franco-tunisienne, Jocelyne Dakhlia, qui nous a parlé sur une sorte de la langue du port, la lingua franca des ports, la langue développée par les marins pour commercer et sans, je veux dire, une langue technique, une lingua franca qui est apparue dans tous les ports de la Méditerranée où ça communiquait entre les différents marins qui venaient de tous les pays, que ce soit à Marseille, à Barcelone, à Alger, à Tanja, à Souira. On communiquait et on a développé des langages de communication pour assurer l'échange de produits, le paiement, l'importation, l'exportation, etc. Donc tout cela se passe à la période de Sidi Mohamed Ben Abdallah pendant ces 30 années. Et donc, sur le plan interne, je veux dire, on a stabilisé. Hein. Donc il n'y a plus de prétendants, il n'y a plus de problèmes. Bien sûr, toujours on a l'éternel problème qui revient de sécheresse et d'épidémie de temps en temps, mais en tout cas, la stabilité est là. Et on a Sidi Mohamed Ben Abdallah aussi qui refait l'armée. Il essaie de se débarrasser de cette armée de Bahr qui ont participé au début à l'instabilité du pays par le fait de soutenir les candidats, y compris par le paiement à la succession de Moulay Ismail. Donc c'est lui qui met un terme à cette armée de Bahr et il relance la ville de Rabat. C'est pour ça qu'il dispatche un petit peu toute cette armée de Bahr un peu partout au moment où Moulay Ismail les a concentrés dans des casernements, soit à côté de Meknès, soit dans la région du Rarb. Si on devait avoir la terminologie moderne, juste pour qu'on se repère, ce Sidi Mohamed Ben Abdallah qui règne entre 1757 et 1790, il serait Mohamed III, c'est bien ça? C'est ça. Voilà, puisqu'il y en a eu un autre entre celui-là et Mohamed Khamis. Oui, on va avoir Sidi Mohamed Ben Abdelrahman. Voilà, et ensuite, Sidi Mohamed Ben Youssef, c'est le cinquième. Qui est le 5. Voilà ça. C'est juste pour situer. Oui. On a commencé à leur donner les numéros quand au roi du Maroc? Je crois que jusqu'à l'indépendance, avant, on leur donnait des noms par rapport au fils de Flaine. Donc on commence le compte après. C'est une tradition un peu française, Louis XIV, Louis XVI, tout ça. Oui, il existait chez les Ottomans aussi. D'accord. Nouveau système, quoi. Ok, alors ce Mohamed Ben Abdallah dont on a parlé meurt en 1790, c'est bien ça? On est à la fin du XVIIIe siècle, il meurt en 1790 effectivement, et on assiste à un nouveau problème de succession entre Moulay Yazid, Moulay Hicham et Moulay Islama. Présente-nous ces trois personnages, hein. En quelle qualité ils se présentent comme prétendants au titre? C'est des enfants, des cousins ou des neveux du sultan qui est mort. Par rapport au droit d'aînesse ou par rapport à celui qui était gouverneur à Marrakech ou à Fès, ça a toujours été comme depuis l'époque de Mansour le Saadien, le gouverneur de Marrakech ou le khalifa du sultan à Marrakech ou le khalifa du sultan à Fès, le khalifa du sultan 10 fois à Taroudant, se considèrent comme des prétendants légitimes parce qu'on n'avait pas de système à l'époque de prince successeur désigné du vivant. Ça n'arrive qu'avec Moulay Slimane en 1822 qui désigne son neveu, Moulay Abdelrahman Ben Hicham. Et donc à chaque fois il y a des problèmes, surtout quand il y a des enjeux ou des jeux quelconques. C'est pour ça qu'on a Moulay Yazid par exemple, il règne pendant 2 ans, 1790-1792. Ensuite Moulay Hicham reprend de 1792 à 1795. Moulay Yazid revient de nouveau entre 1795 et 1797. Je veux dire, entre Moulay Yazid et Moulay Hicham, celui-là est reconnu à Tétouan, celui-là est reconnu à Fès, celui-là est reconnu à Marrakech, celui-là est reconnu à Taroudant. Et donc, du coup, ça fait des fois des sultans qui se chevauchent. Et c'est les armées des deux qui tranchent avec, bien sûr, le système des alliances tribales. Vous savez, quand le problème est à Fès, en général, c'est les tribus du Moyen Atlas qui tranchent le litige. Quand le sultan est à Marrakech, c'est les tribus du Haut Atlas qui tranchent le litige. Dès qu'ils soutiennent le prétendant, ça devient quelque chose d'évident pour qu'ils puissent reprendre le dessus. Donc ça, Moulay Hicham va revenir de nouveau 1795-1797, et ce n'est qu'avec l'arrivée de Moulay Slimane, un des cousins, en 1797 que les choses vont se stabiliser de nouveau, jusqu'en 1822. Alors j'ai évoqué Moulay Islama parce qu'il était à un moment aussi en compétition, il était reconnu à Tétouan,
Mais lui, bon, il va partir en pèlerinage, il va rester dans les lieux saints, et au retour, il va passer par l'Égypte. C'était l'époque où Napoléon est arrivé, on est en 1797, et il finit sa vie en Tunisie où il meurt, et il nous a laissé quelques écrits très intéressants parce que Moulay Islama avait rencontré carrément Napoléon en Égypte. Alors je résume. Donc de 1790 à 1797, Moulay Yazid et Moulay Hichem qui se succèdent, voilà, qui se disputent le trône, Oui, reconnus dans des parties du Maroc et pas dans d'autres parties du Maroc. c'est ça. Moulay Slema, c'est comme ça qu'il faut Également, l'appeler. lui aussi, était reconnu à Également prétendant au trône, qui lui s'exile vers l'Égypte où il rencontre Napoléon. Oui, Lui était reconnu à Tétouan. Donc globalement, on a 7 ans d'instabilité, en tout cas politique, on peut dire voilà, ça. c'est ça. Voilà, avec les tribus qui tranchent pour l'un ou pour l'autre. Question subsidiaire, quelle était la capitale du Maroc? C'était Fès ou Marrakech à l'époque? C'est toujours les deux, les sultans, je veux dire, Meknès, déjà on est à Meknès déjà Ah avec oui, les Meknès, enfants de Moulay pardon, Ismaïl. Quelle erreur. Après, mais bon, nous, Fès et Marrakech et Meknès, Rabat va reprendre des grades avec Sidi Mohamed Ben Abdallah. Je veux dire, on sait que les sultans à l'époque se déplaçaient beaucoup entre les capitales, et donc là où il est, c'est sa capitale, je dirais, y compris sur son cheval, c'est une capitale mouvante. Mais se déplacer entre les deux capitales, entre Fès et Marrakech, c'est de l'évident. On peut imaginer les distances de l'époque et puis les routes sultaniennes. Et on a ce terme des routes sultaniennes, ils sont tracés au Maroc. Les voies que suivaient les sultans dans leurs déplacements entre les villes impériales ou quand ils faisaient leur tournée, à travers l'Atlas, le Haut Atlas vers le Moyen Atlas par le Morbi, qui est un passage très important et obligatoire côté montagne. On a la route de la plaine, de Rabat vers Marrakech, les routes côtières, mais en tout cas on a ce qu'on appelle les routes sultaniennes. Ils sont tracés et la logistique, bien sûr, est liée à ce phénomène-là qui est, dans notre histoire en tout cas, est quelque chose de très important que le sultan se déplace entre les deux capitales tant qu'il le pouvait. D'accord, alors arrive en 1797 Moulay Slimane, suite à une période pas brillante. Moulay Slimane qui lui aussi va avoir un long règne, puisqu'il va durer jusqu'à 1822. Absolument. Donc c'est quand même 25 ans. Voilà, Oui. c'est pas Moulay Ismaïl, mais c'est quand même, enfin il y a de quoi faire des choses. Et je crois que tu voulais vraiment nous parler de ce Moulay Slimane qui est très peu connu. Moulay Slimane, il est contemporain de deux événements très importants, un interne et un externe international. C'est le contemporain de Napoléon. Et c'est sous son règne qu'on va avoir deux nouvelles zaouïas qui vont naître, qui vont jouer un rôle très important par la suite dans l'histoire du Maroc. C'est la zaouïa Tijaniya, c'est Ahmed Tijani qui a eu des problèmes avec les Ottomans et qui va se déplacer à Fès, où il va être enterré, où son tombeau aujourd'hui est un lieu très important pour tous les adeptes de la Tijaniya qui sont très importants en Afrique de l'Ouest. On a également la zaouïa Darqawiya qui va naître à ce moment-là comme une sorte de zaouïa populaire parce que la Tijaniya va devenir une sorte de zaouïa d'élite. Donc ce sont deux zaouïas très importantes dans l'histoire du Maroc à partir de ce moment-là de Moulay Slimane. Et les contemporains de Napoléon, à partir de 1804, va entamer ces guerres, ce qu'on appelle dans les chroniques européennes les guerres napoléoniennes, contre les différentes puissances européennes, jusqu'en Russie, les Britanniques. Et là, ça nous concerne énormément parce que c'est à ce moment-là que Moulay Slimane, en quelque sorte, va fermer les portes. D'ailleurs, on appelle ça en arabe siyasat l'ihtiraz, des fois on dit siyasat l'inghilaq. Alors, on a beaucoup d'interprétations. On a une excellente thèse de M. Mohamed Le Mansour qui a consacré sa thèse qu'il avait soutenue en Grande-Bretagne sur ce sujet, qui est un travail colossal sur sa période. Il va plus vers le côté de Moulay Slimane qui était un petit peu lui-même renfermé. Je lui ai toujours dit que je n'étais pas tout à fait d'accord parce que peut-être aussi c'est ce contexte international des guerres napoléoniennes qui a imposé à Moulay Slimane cette politique. Alors cette politique, c'est enfermer le Maroc, c'est-à-dire plus d'import et d'export, plus de relations commerciales avec les Européens. C'est-à-dire plus de produits et les aider non plus, pas d'ambassade, etc., etc. Et je crois que c'est le contexte international, le contexte géopolitique de l'époque qui nous explique cette politique de fermeture, et je vais essayer en tout cas de développer l'idée selon mon point de vue, mais tout est relatif,
parce que ce travail de M. Mohamed El Mansour sur Moulay Slimane reste pour nous, la communauté des historiens, la référence sur la période de Moulay Slimane. Bien sûr, il contextualise avant et les conséquences de tout cela, mais en tout cas une sorte d'enfermement, et on va ronronner dans notre Maroc jusqu'au choc qu'on va avoir lieu dans la défaite d'Isli en 1844 avec Abdelrahman Ben Hicham. Mais le choc, normalement, ça commence, et là, quand on n'a pas bien géré la situation avec la prise d'Alger par les Français en 1830. Mais on va parler de Moulay Slimane jusqu'à ce qu'on arrive un petit peu à cette période. Pourquoi j'insiste? Parce que d'un côté, il est obligé de ne plus avoir de relations commerciales avec les belligérants. On ne sait pas qui va gagner. Napoléon progresse très bien en Europe, y compris il occupe l'Espagne. Il impose une dynastie des Bourbons en Espagne. Or, dès qu'il a mis les pieds en Espagne et que ses armées ont imposé la dynastie des Bourbons en Espagne, le Maroc est directement concerné puisque Ceuta et Melilla étaient entre les mains des Espagnols. Donc pour nous, c'était effectivement un danger en perspective dont il ne faut pas surtout attirer l'attention. C'est-à-dire il ne faut pas commercer avec les Britanniques, qui lui résistent encore en Europe. Il ne faut pas commercer avec les Britanniques de Gibraltar par crainte d'attirer Napoléon pour ne chercher querelle. Et surtout que ce n'est pas de l'hypothèse de la part de Sultan à l'époque qu'on a reçu une ambassade de Napoléon. Et on a, grâce aux archives à l'époque coloniale, des chercheurs français ont mis la main sur un rapport qui a été fait par un capitaine qui s'appelle capitaine Burel, qui était venu en mission dans une ambassade, mais qui a fait des relevés topographiques entre Tanger et Fès, je crois, et surtout qu'il suggérait que, dans le rapport, il suggérait qu'en cas de conquête du Maroc, voilà comment on va procéder. Donc Napoléon avait la perspective, en tout cas, au cas où il aurait besoin de conquérir le Maroc. Le rapport du capitaine Burel, il est là, il est archivé, il y a des études, on peut googler sur le mot capitaine Burel, on va avoir le rapport entier, il est publié, et des écrits sur lui. Il n'y a pas que le Maroc, il a envoyé une mission également à Alger, et vous savez, l'officier de génie, je ne me rappelle pas son nom, qui était à Alger, à l'époque de Napoléon, il recommandait qu'en cas de débarquement à Alger, la plage de Sidi Fraj, à côté d'Alger, est le meilleur endroit pour débarquer. Et bien c'est exactement en 1830, c'est là que les armées françaises ont débarqué. En 1830. C'est-à-dire comme si on a repris le rapport établi à l'époque de Napoléon et on l'a utilisé puisque l'information était bonne. Le capitaine Gini qui a fait ce travail était dans son élément, c'est j'ose dire. Donc, la politique d'enfermement, de neutralité, dirais-je, de Moulay Slimane dans ce contexte était payante. Mais on perd beaucoup au change parce que cette histoire de commerce est très fondamentale. Nous avons le commerce transsaharien qui arrive, mais qui n'a plus de débouchés vers l'Europe. On n'exporte plus nos produits, on n'a plus de devises comme on dit, et puis du coup on a besoin également d'autres produits. Donc toute la période de Moulay Slimane va connaître cette récession. Disons récession, mais ce blocage, je sais pas le mot, mais en tout cas une économie qui ne fonctionne pas très bien. L'échange est limité. L'échange est très limité, vous savez, je suis pas économiste, mais quand il n'y a pas l'échange dans un système de production, c'est très difficile d'accumuler du capital, comme on dit, d'accumuler la richesse, et du coup, on vit un peu d'une manière plate sur nos propres ressources, et même le commerce transsaharien qui ne trouve pas de débouché, il va un peu se détourner. C'est normal, dès que les prix baissent, puisqu'il n'y a pas de circulation importante, le commerce transsaharien va partir vers l'Atlantique, vers l'Est, vers l'Égypte, parce que c'est là qu'il y a le prix, et c'est là qu'ils peuvent remonter, en tout cas trouver leurs bénéfices. D'accord, donc on a parlé de Moulay Slimane et de Siyaset al-Inrialaq, donc la fermeture du pays, Oui. Une sorte d'autoconfinement national. Absolument. Absolument, mais je dis c'est la guerre européenne, les guerres napoléoniennes qui nous imposent cette situation. C'est de la clairvoyance, en tout cas, c'est un calcul clairvoyant, si j'ose dire.
Bon, il a fonctionné en tout cas, puisque Napoléon n'a jamais débarqué, il s'est arrêté en Espagne. Oui, il s'est arrêté en Espagne parce qu'il était empêtré dans ces guerres européennes. Mais vous savez, on parle beaucoup de Napoléon, mais il n'a pas eu de guerre avec les Ottomans, par exemple, Napoléon. Mais ça ne veut pas dire qu'il les a laissés tranquilles. Il a provoqué en Arabie, et documents, je veux dire, il y a très peu de chercheurs qui ont parlé de ça, il a provoqué le premier royaume wahhabite dans les lieux saints. L'ancêtre des Al Saoud et de Abdel Wahhab, au moment où Abdel Wahhab commence sa propagande de ce qu'elle appelle Tawhid et tout ce qui ne le suit pas et kafir, même si les croyants en Allah, et ben c'est Napoléon qui était derrière. C'est lui qui a provoqué, au nord-est de l'Arabie, l'ancêtre des Saoud pour ce qu'on appelle constituer le premier royaume wahhabite dans les lieux saints à la Mecque et à Médine. Ça nous intéresse également parce que certaines chroniques parlent que Moulay Slimane s'est converti au wahhabisme. C'est archi faux. C'est complètement faux. On a les documents, côté marocain, côté tunisien également. Bien sûr, par les missions de pèlerinage, on avait chaque année des gens qui partaient en pèlerinage. Et bien sûr, l'information est arrivée en Tunisie et au Maroc qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'appelle le wahhabisme et qu'ils détruisent les tombeaux des saints, qu'ils sont contre toutes les pratiques qu'ils ont trouvées devant eux et qu'ils considèrent le reste des musulmans qui ne les suivent pas comme des kuffars. Point à la ligne. Il faut être wahhabite pour être musulman, sinon c'est pas la peine. Donc l'année suivante, des deux côtés, côté tunisien chez le Bey et côté marocain, à l'époque de Moulay Slimane, ils envoient des missions avec des ulama en leur disant allez-y, regardez ce que ces gens-là racontent et dites-nous ce que vous en pensez. Et dans nos deux ulama dont j'ai oublié les noms, on a deux ulama chez nous. Il y a un qui fait un rapport positif sur le wahhabisme et un qui fait un rapport très négatif sur le wahhabisme. Exactement la même chose en Tunisie. Il y a un qui pense que c'est une doctrine assez intéressante qu'il faudrait suivre ces gens-là ont raison, et un autre qui dit non, absolument pas, ces gens-là sont en train d'inventer un nouvel islam qui ne correspond pas à l'islam originel comme on le connaît chez nous. Alors, pourquoi certains chez nous croient ou pensent que Moulay Slimane est devenu wahhabite? Parce que il a essayé de rentrer en guerre avec un personnage très important dans l'histoire du Maroc et dont la famille va rester dans l'histoire du Maroc jusqu'en 1932, la famille Amhauch dans le Moyen Atlas. C'est une zawiya qui est à l'origine Nasseria, donc adepte de la tariqa Nasseria dans le Moyen Atlas. Et puis, avec l'arrivée le début de la Darqawiya, Boubkar Amhauch, ou se dit Boubkar Amhauch, comme il l'appelle localement, se convertit à la tariqa Darqawiya et il devient un petit peu, il change de cap au niveau de Zawiya, de la Nasseria à la Darqawiya. Alors, nous avons dans les chroniques, par exemple, ils étaient copains, c'est des Boubkar Amhauch et Moulay Slimane. Daïf al-Ribati rapporte que vers 1814 ou 1815, quand Sidi Boubkar Amhauch visite la ville de Fès, c'était un événement. Et il nous rapporte en détail qu'il a fait la prière à côté du sultan, etc., etc. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Sauf que 1 ou 2 ans plus tard, Moulay Slimane décide de faire une harka vers le Moyen Atlas. Et nous avons la meilleure chronique qui pourrait exister, c'est le propre secrétaire de Moulay Slimane qui s'appelle Boulqasm Zayani, qui rapporte les faits de son époque, des faits qu'il a vécu, même s'il n'était pas parti dans cette harka avec Moulay Slimane. Bref, l'armée de Moulay Slimane est défaite par l'armée de Sidi Boubkar Amhauch dans la région entre Khnifraïa et Ishaq, un lieu qui s'appelle Adghsal aujourd'hui, pas loin de l'Heri d'ailleurs. Son armée est défaite, son fils Moulay Ibrahim est tué dans la bataille, mais Moulay Slimane est ramené par les armées de Boubkar Amhauch à Meknès, sain et sauf, avec toute la vénération. Alors figurez-vous que les Français de l'époque coloniale, à partir de ce genre de faits, ils vont construire la fameuse typologie Siba Makhzen, berbère Makhzen arabe. Par ce genre de faits, ils construisent tout un imaginaire qui est archi faux parce qu'ils étaient copains, il y a eu un problème quelconque, Moulay Slimane essaie de s'imposer par la force, il est défait, ou son armée est défaite, et du coup, les Français de l'époque coloniale
essaie de construire la fameuse typologie des Arabes et des Berbères et de la lutte éternelle entre les Berbères et les Arabes. Je précise bien que l'armée de Sidi Bou Bchar Amhauch ramène Moulay Slimane à Meknès sain et sauf avec toute la vénération due à son rang, comme on dit. Alors Sidi Bou Bchar Amhauch, il est très connu dans notre histoire intellectuelle. C'est quelqu'un qui a adapté le Coran en amazigh sous forme de vers poétiques. C'est-à-dire c'est pas une traduction, il s'appelle localement Kitab al-Mazri. Il a pris les principaux enseignements du Coran et il les a fait sous forme poétique dont on trouve encore aujourd'hui des petites bribes comme ça sous forme de proverbes ou de dictons, mais c'est toute la morale coranique qui est résumée en amazigh sous forme poétique. Pourquoi sous forme poétique? C'est très 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 simple. C'est la meilleure manière d'apprendre quelque chose par cœur. C'est pour ça qu'on nous accuse beaucoup pendant la période coloniale qu'on n'a pas beaucoup développé la prose. La prose, elle existe chez les gens des manuscrits. Ceux qui écrivent, l'oralité repose beaucoup sur la poésie, parce que la poésie, c'est quelque chose que les gens randonnent quand ils font des travaux difficiles, quand ils font les moissons, quand les femmes font le métier à tisser, quand ils font des corvées un peu très dures. La poésie aide beaucoup à supporter la douleur de en tout cas ce qu'on fait, et surtout aussi c'est une manière très facile et très rapide pour se rappeler, se souvenir de ce qu'on a appris. Donc voilà un petit peu pour ce contexte de Moulay Slimane. L'argument très simple que l'idée que non, il était fasciné ou il voulait devenir adepte de l'wahhabisme est archi faux, parce que juste à côté de lui, c'est là qu'on va avoir Sidi Ahmed Tijani et qui n'a jamais eu de problème avec Moulay Slimane. Au contraire, je dirais, il a vécu sa vie normale et tranquille en diffusant sa doctrine auprès de ses frères ou de ses adeptes, et qu'il n'a jamais eu maille à partir avec Moulay Slimane jusqu'à sa mort d'ailleurs, et il meurt pratiquement en même temps, Sidi Ahmed Tijani et Moulay Slimane. Donc en 1822, c'est bien ça? Absolument. Lui succède Abdelrahman bin Hisham. Comme une lettre à la poste. C'est-à-dire, c'est lui qui désigne son neveu, hein? Hisham c'est son frère, c'est lui qui désigne son neveu, Moulay Abdelrahman bin Hisham, comme successeur. Et là, à partir de ce moment-là, on n'a plus de problème de crise de succession jusqu'à l'histoire de Moulay Abdelaziz et Moulay Abdelhafid. C'est-à-dire de 1822 à 1907, on n'a plus eu ce problème. Mais on va avoir d'autres problèmes liés à la géopolitique internationale. La prise d'Alger en 1830 et la bataille d'Ishli en 1830. Voilà, bataille d'Ishli et le choc dont nous a très bien parlé le professeur Biyad et le professeur Bouaziz dans deux podcasts. Celui de Biyad s'appelle L'Occident et nous, et celui de Bouaziz s'appelle La révolte des tanneurs de 1873. Cette bataille, donc là, je résume, tu me dis si j'ai bien compris, la France prend le prétexte des actions de Emir Abdelkader pour déclencher un conflit avec le Maroc, et le Maroc se fait laminer à Isli, donc dans l'oriental, d'après Bouaziz, sans même la participation des Beni Znessen, qui ne participent pas à la bataille. Et c'est une humiliation qui va être un grand choc, parce que depuis Oued el-Makhazine et la grande victoire des armées saadiennes contre les Portugais, on avait un peu le mythe d'un pays imprenable. Et c'est en 1844 que ce mythe va s'écrouler, c'est bien ça? Tout à fait. Mais là, le choc, c'est entre une armée moderne et une armée classique, tribale. Et c'est là où j'ai une question. En Égypte, par exemple, à la même période, est-ce qu'il n'y avait pas des modernisations qui ont été mises en place par le pouvoir local? Si, on en parle avec la reprise des Ottomans par le biais de Mohammed Ali. Ils vont essayer de moderniser leur armée. Comment se fait-il que chez nous, on a l'impression que l'après Moulay Ismail, c'est juste un curseur que je mets là, il aurait pu être mis ailleurs, mais cette période-là, fin 18e, tout 19e, c'est une autoroute vers la colonisation, et c'est aussi l'impression qu'on a d'un pays qui se renferme, bon, qu'on a eu Siyaset Lenrela, de toute façon, mais pas seulement qui se renferme, qui progresse pas, qui stagne, quoi, qui stagne. Je sais pas si c'est l'impression s'il stagner, ça va, mais je veux dire, c'est un peu une sorte, c'est la chute. Parce que peut-être on a continué à vivre sur ce capital de Oued el-Makhazine, et puis cette proximité avec l'Espagne, et surtout que les tribus du Nord, il faut toujours se mettre à l'idée que les tribus du Nord ou les tribus de la côte atlantique étaient les tribus qui défendaient les frontières externes, le territoire. C'est un rôle des tribus qui est très important et fondamental, par le système de piraterie,
ou par le système aussi de pression qui est lié au commerce, parce que nous sommes un pays exportateur des céréales surtout, des laines, des peaux. Et jusque-là, la laine avant le coton, parce que c'est les Anglais qui vont développer les choses par la suite. Vous savez, les Anglais, par exemple, avant le coton, ils font un élevage immense du mouton jusqu'où comment dirais-je, Thomas Mann, je crois qu'il avait écrit les moutons qui mangent les hommes, parce que l'Angleterre ou la Grande-Bretagne entière est devenue un champ d'élevage des moutons pour avoir le maximum possible de laine qui était nécessaire à l'industrie textile. Or, c'est là que juste après la laine va apparaître le coton pour que les choses changent un petit peu. Mais jusqu'à ce moment-là, l'export des peaux, des laines ou des céréales était un élément fondamental dans l'histoire économique de cette période-là en Méditerranée entre le Maroc et les Européens, les Ottomans, etc. Ensuite, c'est le choc d'Isli, effectivement, qui va pousser Moulay Abdelrahman ibn Hisham à essayer de moderniser. Et c'est là que va apparaître un personnage qui va faire ce boulot-là, qui est un Marocain, qui s'appelle Bacha Oumenno. Il est dit d'Oumenno, dans la région de Ch'touka aujourd'hui. Il était parti en pèlerinage dans les lieux saints, et puis il s'est engagé dans l'armée ottomane. Il est resté, je crois, je sais pas, genre 10, 15 ou 20 ans même, non, comme soldat dans l'armée ottomane, peut-être même il a gravi les échelons. Donc il arrive vers la fin de Abdelrahman ibn Hisham et le début de Mohammed ibn Abdelrahman, parce que ce personnage a vécu jusqu'à la période de Hassan Ier. Et donc il va se présenter au sultan, et il va lui donner un petit peu cette carte blanche d'essayer de moderniser l'armée marocaine en essayant d'appliquer les procédés qu'il avait appris dans l'armée ottomane. Mais bien sûr, une modernisation, c'est pas une chose facile. Il faut des matériels, il faut de l'argent, il faut de l'organisation, il faut beaucoup de choses. Et c'est là que le deuxième choc de la guerre de Tétouan va avoir raison de cette modernisation un petit peu limitée, puisqu'il n'a pas réussi apparemment. Et c'est là que va commencer l'idée avec Moulay Hassan Ier, qui va faire appel à des techniciens étrangers pour nous aider à moderniser cette armée, à développer l'artillerie, à utiliser la nouvelle artillerie, les nouvelles armes, etc., y compris la nouvelle organisation. Mais ça, c'est une autre histoire. Moulay Hassan, plus tard, on a compris qu'il avait la conscience du retard accumulé. Non seulement il a dû faire appel à des, entre guillemets, coopérants ou consultants, mais même envoyer 500 boursiers marocains, on peut dire boursiers aujourd'hui, pour se former à l'européenne, c'est bien ça. Oui, ça... tout à fait. Mais moi, ma question, j'insiste, c'est peut-être un peu lourd, excuse-moi, mais j'insiste. On a quand même une révolution industrielle qui se passe quelques centaines de kilomètres. Alors je comprends que les centaines de kilomètres n'ont pas la même valeur aujourd'hui qu'hier. Mais j'ai lu quelque part un journaliste français ou un auteur français qui décrivait le Maroc, fin 19e, comme étant une sorte de Népal à 2 pas de chez nous. C'est-à-dire quelque chose qui soit un peu montagneux, pittoresque et quasiment un musée à ciel ouvert. Voilà. Si on oublie l'armée, tu parlais de l'armée, modernisation, méthode ottomane, etc. Si on oublie l'armée, tout le reste de la modernisation de la vie courante qui nous a pas du tout touchés. L'agriculture est restée comme elle était, l'industrie n'a pas démarré, on était toujours sur l'industrie traditionnelle, l'artisanat, j'ai l'impression qu'on a loupé un train et j'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est très simple, je veux dire, il suffit de revenir un petit peu à l'élite dominante à l'époque, ces fameux ulama, qui étaient tous ce qui venaient de chez les kuffars. Mon ami, collègue Tayyib Biyad, on a parlé un petit peu en long et en large à travers les relations d'ambassade, comme nos ambassadeurs revenaient, comment ils essayaient, les pauvres, de se dédouaner de l'admiration qu'ils avaient devant ce qu'ils voyaient de nouveau de développer chez les Européens, et en y ajoutant la anahumullah, Babour al-Bar pour le train, parce que, je veux dire, ils avaient peur pour le tête, mais je crois que c'est un problème d'élite qui a continué à regarder ses propres intérêts personnels, qui ne voyait pas l'intérêt du pays. Et je crois que c'est classique, je veux dire, pour tous les pays, il faut toujours, quand on fait l'étude de l'histoire politique, de l'histoire tout court, on est toujours dans une sorte d'histoire des élites, à côté de l'histoire sociale. L'histoire sociale, on essaie de comprendre le système de fonctionnement, l'évolution de la relation de l'espace dans son temps, avec le pouvoir central, mais l'étude de l'élite, c'est-à-dire les gouverneurs, les ulama, les gens qui étaient dans les ministères, les gens qui aidaient les sultans, c'est eux qui pouvaient
pesés sur la balance par leur avis, leur clairvoyance, etc., etc. Alors, Citylite, si on peut dire qu'elle était toujours soucieuse de sauvegarder l'indépendance, oui. Soucieuse de garder ses intérêts personnels, oui. Parce que on l'a vu à travers l'exemple de Moulay Hassan, avec les gens qui sont partis et qui sont revenus et qui ont été marginalisés, dont on n'a pas vu l'effet de leur retour, à part peut-être quelques marins Arbati qui étaient en Italie, qui ont essayé de refaire fonctionner la marine sur le plan interne. Par exemple, Moulay Hassan fait intervenir la marine en une disette quand il est parti dans le sud, dans le Souss, pratiquement jusqu'à presque Trafaya. Il constate une disette à cause d'une sécheresse. Et il fait appel au bateau pour alimenter le Souss en céréales. Mais par mer, pas par terre, parce que il fallait faire rapidement. C'est Derbati qui étaient en formation en Italie, qui sont revenus, qui ont redémarré un petit peu des gros bateaux, pas des petites barques de pêcheurs, c'est-à-dire des bateaux qui ont la capacité de transporter une grande quantité de produits. Cela est arrivé avec Moulay Hassan Ier. Delacroix quand même, c'est à ce moment-là qu'elle arrive Delacroix, en 1832, qui va lancer toute cette école de l'orientalisme en peinture. Delacroix, c'était un peu le journaliste, photographe ou reporter de l'époque. Il était venu dans le cadre d'une mission diplomatique chez le sultan Abdurrahman ibn Hisham. Il nous a laissé un magnifique tableau de ce sultan. D'ailleurs, il est très connu. C'est lié à cette histoire de faire endormir l'ennemi, comme on dit, parce que 1832, c'est après 1830 la prise d'Alger. Genre, on est devenus voisins, on est à côté, on vous en veut pas du mal, donc il faut juste accepter l'idée. Mais ce que je voudrais mentionner ici, ce travail colossal que va démarrer Delacroix comme peintre, qui va nous lancer, qui va laisser beaucoup de tableaux sur le Maroc d'ailleurs, est une collection extraordinaire. Nous sommes en 1832, il a fait beaucoup de croquis, il a fait son journal de voyage, et à partir de ces croquis-là, il va faire beaucoup de tableaux imaginaires également, parce que c'est là qu'on va imaginer un petit peu le fameux harem, et la nudité va commencer sur les indigènes. Alors, ça va commencer avec Delacroix, après ça va se développer chez les Ottomans, en Égypte, en Algérie après 1830, on va avoir des grands noms de la peinture orientaliste qui vont s'inspirer de cette école que notre Delacroix va relancer. Matisse va venir sur ses traces par la suite, s'installer à Tanger et faire également des tableaux inspirés de ce qu'ils appelaient la vie quotidienne à Tanger, mais avec une autre technique et une autre manière. Qu'est-ce que je voudrais dire? Que nous étions un peu le champ d'expérimentation de courants nouveaux qui vont regarder ce qu'on appelle l'invention de l'autre, nous et l'autre. Et c'est un élément fondamental jusqu'à aujourd'hui, parce que justement cette révolution industrielle, ces différences religieuses, ces changements que l'Europe avait commencé à connaître, ils ont essayé d'une construction de soi-même vis-à-vis de l'autre, nous les meilleurs, les autres qui sont des riens, et surtout ce regard un petit peu d'en haut vis-à-vis de nous, parce que justement également on leur a offert l'occasion de nous voir comme une population en sommeil et éternel, et que la raison en est religieuse, alors que la raison n'est pas religieuse, il est lié aux hommes de la religion, qui n'étaient pas à la hauteur des défis de leur époque, et ils ont mené cette résistance au niveau de l'État contre tout ce qui est européen, jusqu'à ce que l'Europe nous impose ses choix par la conquête coloniale, et on a baissé la tête et on a été modernisé malgré nous. Et voilà un petit peu le résultat dans lequel on est en train de vivre les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Si Mustapha. C'est un podcast qui se pose vraiment en complément de deux autres podcasts vers lesquels je vous renvoie encore une fois. Je l'ai déjà fait, mais j'insiste parce que c'est vraiment important. Ça forme un tout pour comprendre un peu cette période. Le premier s'appelle La révolte des tanneurs de Fès, menée par le professeur Mustapha Bouaziz. Et le deuxième s'appelle L'Occident et nous, mené par le professeur Taïeb Biyad. Et Taïeb Biyad qui insiste beaucoup sur la même idée que celle que vient de développer Mustapha, c'est-à-dire qu'après la défaite d'Isli, une partie de l'élite marocaine a considéré qu'on avait perdu contre les Européens parce que Narsin Iman, voilà. Et l'autre considère que, au contraire, on a perdu contre les Européens parce que il y a
trop de religion dans la vie publique et qu'il fallait se concentrer sur la science. Et c'est ces deux courants-là qui nous poursuivent encore aujourd'hui, qui existent encore aujourd'hui. N'est-ce pas, Mustapha? Absolument. Eh bien, merci. Donc, je vous conseille d'écouter ces deux autres podcasts en même temps que celui-là. Je remercie Mustapha qui est toujours là pour nous apprendre des choses. Confiné à Dmenat, ici Radio Ma'alif, confiné au Ma'alif. On vous souhaite un bon ramadan, les amis. Merci. Alors, pour l'anecdote, on a à Dmenat une maison qui s'appelle la maison de Moulay Hicham. Parce que quand Moulay Slimane est arrivé au pouvoir, il l'a désigné comme gouverneur de Dmenat. D'où l'importance de cette ville de montagne dans l'histoire du Maroc. Il avait un pouvoir étendu jusqu'à l'autre côté de l'Atlas, jusqu'au Dadès. Et on a toujours, c'est très connu, la maison de Moulay Hicham. Il est en ruine, malheureusement. Une très belle bâtisse, d'où un petit peu, je te jure, c'est cette histoire de notre relation avec le patrimoine, mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup. C'est un autre podcast. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Merci Mustapha, merci à vous de nous écouter la semaine prochaine, les amis, pour un nouveau podcast Histoire sur Radio Ma'alif. Salut. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.